Chers petits observateurs, mercredi 18 h, abonnez-vous à POA, c'est important. Alors aujourd'hui, c'est un cadeau merveilleux qu'on vous fait. Vous allez découvrir une voiture qui est très rare, et c'est le petit observateur François-Xavier qui la possède. C'est une Maserati Ghibli 2 GT de 1996. Est-ce que j'ai bien dit, François-Xavier? Absolument. Ouais. Tu vas bien? Et c'est une 2 litres, parce qu'elle a existé aussi en 2 litres 8. Et donc la 2 litres, elle, c'était pour le marché italien. Voilà. Donc voilà, en France, officiellement en France, on n'avait que la 2 litres 8. Bon. Quel est le petit détail qui t'enchante chaque matin? Et je suis très curieux de le connaître parce qu'il y a tellement de choses, c'est un bonbon, notamment à l'intérieur. Oui, qu'est-ce qui te... Alors moi, il y a un truc, alors sur l'extérieur, est-ce que je peux en donner? Oui, on a le droit. Alors sur l'extérieur, ce que j'aime bien, c'est la ligne, la ligne de caisse de devant, qui est la ceinture de caisse est très basse, c'est à la fois agressif, mais il y a un petit côté, un petit regard de chien abattu aussi en même temps, donc c'est assez marrant. Et à l'intérieur, il y a un truc qui est extraordinaire. Moi, j'ai vu ta voiture, c'est pour ça que c'est l'opéra dedans. Ouais. C'est la Traviata. Franchement, non mais regarde, Julien ouvre tout de suite la porte, mais ça, tu fais waouh. Alors déjà, il y a l'odeur, mais ça, on peut évidemment pas la ressentir à la caméra. Mais il y a un deuxième truc, c'est quand tu vois les pare-soleil, tu aurais envie de te faire un sac à main avec. C'est tout en cuir cousu. Tu te dis ça, je l'enlève, je l'ouvre en deux. Je m'en fais un petit porte-document, un petit sac à main, quoi, un petit Bézanville, comme on dit. Mais là, tout ça, elle est de 96, tout ça, c'est d'époque, ça n'a pas été refait, ça a vieilli comme ça, beurre frais, ça n'a pas... Ouais. Il n'y a que le centre du volant, il y a un des anciens propriétaires c'était noir et il a voulu la sortir au reste de la voiture et donc c'est pour ça. Ça normalement chez Maserati, ce centre de volant cuir beurre frais, ça n'existe pas. Mais t'as pas passé 3 semaines à tout nettoyer au salon de Marseille avec... Non, c'était comme ça. Voilà, après elle est un peu... le cuir, il pourrait être encore mieux nettoyé, mais voilà, je l'ai acheté comme elle est là, j'ai rien retouché. Alors, je vais être très provoquant, mais parce que quand on la voit, si on ne connaît pas... Déjà, on se dit, c'est une biturbo, c'est les Maserati qui avaient une réputation pas catastrophique. Si, mais je dis ça, c'est pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Mais en fait, non. Alors, en fait, c'est un peu comme toutes les voitures, c'est-à-dire que les toutes premières à carburateur avaient la réputation de prendre feu. Enfin, c'était un enfer, donc celles de 82, 83. Et puis quand même, ils ont quand même amélioré bien les choses au fil du temps. Et là, on est sur la Ghibli 2, en fait, c'est la déclinaison ultime de la génération des biturbo, donc elle est sortie en 92. Et on est déjà sur des voitures qui ont été quand même nettement fiabilisées par rapport à ce que c'était avant. Quoi. En fait, c'est l'ultime évolution. Parce que les biturbo, de la Maserati biturbo, ça reprend un peu la ligne de caisse de la Chamal qui avait un V8. Parce que là, pareil, Ghibli, c'est un nom qui existait déjà, la voiture des années 60 qui était magnifique par Giugiaro, etc. Mais, donc ils ont repris le nom. Mais ça n'avait rien à voir avec la Ghibli d'époque, c'était une évocation, on est d'accord. Ils ont repris le nom, mais c'est une biturbo en fait, mais dans une version très très aboutie. Alors, tu es rédacteur en chef de Youngtimer. J'avais lu un article que tu avais fait sur ta voiture il y a quelques temps. Tu avais une phrase qui m'a vachement frappé, tu as dit « mais cette voiture, c'est un pétard dans un boudoir ». Tu peux expliquer pourquoi? Parce qu'en fait, quand on la voit comme ça, et même quand on la conduit, j'allais dire en circulation standard, sans tirer dedans, c'est une voiture qui est plutôt douce, à part l'embrayage qui est un peu raide, mais sur la direction, elle est bien assistée. La commande de boîte de vitesse, c'est la même qu'on retrouve, c'est une boîte Getrag, la même qu'on retrouve sur les BMW M3 et sur les Porsche 911 de l'époque. Donc c'est pas une voiture infréquentable. Mais par contre, dès qu'on commence à déclencher les 2 turbos Yashi qui soufflent un bar, là... c'est le diable. Là, il faut avoir le volant droit, par contre. Alors, parce que on va aller ouvrir le capot parce que même le moteur, rien que visuellement, c'est un spectacle. Et Dieu sait si je suis pas un spécialiste, mais tu vas nous ouvrir... les Italiens, ils ont quand même le sens du spectacle. Ah oui. Mais... Alors déjà, pour trouver l'endroit pour ouvrir, j'ai bien alors vas-y, montre-moi alors. Non, c'est pas là, c'est pour trouver le loquet là. C'est-à-dire que tu le cherches un grand moment. Tu vois, c'est-à-dire que tu es là, tu dis c'est où. Et en fait, c'est là. Il faut pousser. Donc si tu sais pas, tu tâtonnes une heure. Tu vois Ah ouais. C'est une barrette à la con. Ouais, c'est une barrette qu'il faut pousser. Tu sais ça, ils ont dit Roberto, on a oublié l'ouverture. Par contre, ils ont mis des V1, ça c'est bien. Parce qu'il y a beaucoup de voitures sur lesquelles tu n'en as pas, y compris des voitures de luxe. Et voilà, donc ça c'est le V6 biturbo Maserati tel qu'on le connaît, qui a existé, qui a débuté... Mais ça c'est encore l'ère des Tomaso, c'est pas encore quand Ferrari a racheté tout. C'est vraiment le moteur Maserati, c'est le V6 Maserati. Et c'était déjà rouge comme ça, qui fait que c'est magnifique. Avec 2 turbos, et donc là en 2 litres, on est sur une puissance de 306 chevaux.
Et la voiture pèse? Là, autour de 1350 à peu près. Tout a été retravaillé, c'est des bielles spéciales, Oui, c'est oui, des oui. pistons forgés, enfin c'est Oui, vraiment c'est- là, ils y sont allés, c'est pointu quoi. Oui, c'est pointu. Bah, de toute façon, ils avaient pas, quand on sort de telle puissance, surtout dans les années 90, sur une toute petite cylindrée comme ça, il faut un peu retravailler la question. Après, voilà, l'avantage, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, tout est accessible. Donc c'est un V6 à 90 degrés. Ah, Mais- démarre là parce que j'entends déjà les commentaires qui disent vous démarrez jamais les voitures chez POA, c'est lamentable. Est-ce que ça va démarrer ça? On sait pas. Ah oui, Non, on ira si. faire un tout petit Tu vas- tour, hein, c'est pas un Tu essai. vas, tu, je vas, le tu, vas, précise. tu vas entendre le bruit du démarreur. Mais jamais moi les lumières, c'est tellement beau en vert là. Vas-y, Quand tu as le bruit du démarreur, au début, tu te demandes si vraiment ça engraine, tu vois. Oh, ben, ça va quand même, c'est rock. Enfin, Oui, on va oui. laisser 3 minutes, mais c'est beau quand même. Tu nous as à croire que c'était un. Oui, oui, non, mais je veux dire que ça fait un bruit de V6 à 90 degrés, comme le PRV en fait, comme le premier PRV. D'accord. 24 soupapes, 4 AC, c'est quoi? C'est 4. Il y a 4 abracams et donc 24 soupapes. Ouais. D'accord. Bon, on va couper, mais je voulais juste qu'on entende. On ira faire le tour tout à l'heure, mais. C'est très dur à entretenir ça aujourd'hui parce que c'est pas une 911 quoi. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas beaucoup des voitures C'est pas comme une la 900, tienne. Il y en a eu les GT de litre, il y en a eu 421 dans le monde. Ben voilà. Et après sur les Ghibli 2, c'est quelques milliers d'unités. Par rapport à une 911, une 3i2, c'était plus de 70 000. Donc évidemment, on n'est pas sur les mêmes ratios. Les gens qui savent s'en occuper, c'est ça. pas les mêmes non plus. Maintenant, si tu regardes bien la distribution, c'est hyper simple à faire. Hein. C'est devant là. Il y a de la place pour mettre les mains, ça se fait très bien. T'as un nom de spécialiste qu'on peut donner pour Oui, ceux qui- moi je l'emmène à l'Officina Fago qui est à Saint-Valérien dans Lyon. Et, c'est un petit jeune qui fait ça, il fait que des Maserati, mais de toutes les générations. Et il fait ça très bien. Il possède lui-même une Chamal. Chamal, c'est le même carrosserie, mais encore plus en bestial. V8 qui était sorti avant, ouais. Et, il y avait un V8. Ouais, il y avait un V8 dedans. Et en fait, sur la Ghibli 2, ils ont repris un peu la ligne de caisse de la Chamal. D'ailleurs, le pare-brise est le même. Voilà. Tiens, en venant, je t'entendais dire, le pare-brise que, manque de bol, tu as eu un sur Nyon. Tu m'as dit, voilà, c'est compliqué qu'on prenne quand même les joies de la voiture ancienne. Il en reste. Ouais. Il y en a même, on peut même en avoir plusieurs, mais un peu dispersés. Ça vaut un bras quand même. Aux quatre coins, ouais, plus de 1000 euros. Ouais, je crois qu'on n'est pas très loin de 1500 euros le pare-brise. Et après, au niveau de la pousse, c'est aussi une tuerie. Quand tu te prends le gravier, Ah, tu pleures un peu. Ouais. là on en parle de façon très, on prend une tasse de thé, mais enfin tu les as quand même j'ai là. une bonne assurance, quoi, Ouais. normalement. Ah ouais, Enfin, j'espère. d'accord. Mais on va pouvoir le vérifier. Ouais. Et alors, c'est ça que j'adore, là, on est entre fans, hein, on va dire, mais tu m'as montré, moi j'avais rien vu, mais là il y a deux petits renfoncements dans la carrosserie, hein, de l'autre côté. Raconte, c'est dû à quoi? Ça c'est quand ils changent le pare-brise et quand ils font pas attention, ils resserrent trop fort. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, il remonte carrément. Ouais, en fait, les fixations, elles remontent dans le montant et quand il serre, et s'il serre trop fort, en fait, ça tire sur la tôle. Et il y a beaucoup de Ghibli 2 qui ont ce défaut sur les montants. Parce que le mec qui resserre, il sait pas. Il serre, en fait, il regarde pas ce qui se passe au-dessus et il se dit, tant que je sens que ça serre, j'y vais. Et en fait, ça tire sur la tôle. Après, ce que j'adore aussi dans les détails, c'est que si tu regardes bien, c'est des commodos de Renault 9 ou de Renault 20 qui a. Ah ouais. Non, mais c'est ça qui est fou. Il y a un luxe fou et en même temps un côté hyper cheap. Enfin, c'est ce qu'on disait beaucoup de ces Maserati. Assieds-toi, vas-y 2 secondes à l'intérieur, mais parce que franchement, c'est un spectacle. C'est-à-dire que ce sont les dernières Maserati qui sont finies à la main. Donc ça a du bon et du moins bon. C'est-à-dire que effectivement, les assemblages, c'est pas toujours voilà. Mais par contre, c'est du cuir cousu à peu près partout. C'est-à-dire que où tu poses les yeux, tableau de bord, on disait tout à l'heure les pare-soleils, les portes, là, ici, il y a des surpiqûres absolument partout. C'est magnifique. Hein. C'est de l'Alcantara au-dessus Oui. Et le ciel de toit, pareil, c'est d'Alcantara. Et puis après, ce que j'adore aussi, c'est les moquettes, si tu veux, ces coloris de moquettes. C'est des trucs que tu trouvais en 96, à part peut-être Jaguar, il n'y avait plus personne qui mettait des moquettes de cette couleur-là. C'est des trucs des années 70. Parce qu'elle voulait concurrencer. On est d'accord, à l'époque, c'était le même prix justement qu'une 911, qu'une XJS. Ou qu'une M3 surtout. Alors, j'ai dire que la voiture, comme elle est sortie en 92 et que la première M3 est sortie en 93, pas la première, la E36. Alors, on est entre fans. Donc BMW série 3 ME36. D'ailleurs, merci Guy Raoult de nous avoir fait une vidéo dessus que tu as eu. Oui, j'ai eu aussi. Donc tu t'y connais. Donc, je connais bien la différence entre les deux. Et donc c'est vraiment ces deux voitures. Voilà, on est sur des coupés 2 portes de plus de 300, enfin autour de 300 chevaux qui sont sortis à peu près en même temps. Sauf qu'en fait, quand tu prends le volant de l'une puis de l'autre, tu t'aperçois. Déjà, tu as l'impression de revenir 10 ans en arrière quand tu prends le volant du Maserati
rien que la position de conduite, parce que le tableau de bord a très peu évolué en fait entre les biturbos des années 80 et cette voiture-là. la petite horloge, Ils n'avaient pas vraiment les moyens de réétudier un truc complètement nouveau au niveau de l'habitacle. La position de conduite, c'est un truc à italienne, c'est-à-dire que tu as les genoux dans le menton et tu as les bras tendus. Enfin, tu sais pas comment ils font, mais sur les Alfa Romeo, c'est pareil. Mais il faut expliquer aussi, pour ceux qui ne sauraient pas, à l'époque, Maserati, c'est tenu par un industriel qui s'appelle De Tomaso, il fait des miracles, mais avec très peu d'argent par rapport en face de lui. C'est des multinationales. Le mec est passionnant, mais c'est pas le même niveau, quoi. On n'est pas au niveau de BMW ou de Porsche, évidemment. On n'est pas au même niveau d'ingénierie. Donc, son ambition avec la biturbo, c'était de faire une espèce de BM série 3. Mais un cran au-dessus, parce qu'à l'époque, les premières biturbos, elles étaient plus puissantes que la plus puissante des séries 3. Une BMW 323i E30, à sa sortie, ça faisait 139 chevaux, puis 150, et la première Maserati biturbo faisait 180 chevaux. Donc on était déjà 180 chevaux en 82, 83, c'était des niveaux de puissance qu'on avait que chez Porsche, justement, par exemple. Et puis accessoirement, ça reste la biturbo, la Maserati la plus vendue de l'histoire. Oui, même si tout le monde il en a vendu des petits pains. On va refermer le capot. Moi, comme je conduis, comme je profite un peu du turbo, je suis plutôt autour de 13. D'accord. Mais ça peut monter. J'imagine que tu peux monter. Ça consomme un peu plus qu'une 964, mais tu vois, une Clio Williams, moi j'ai une Clio Williams aussi, ça fait 10 litres, vraiment. La 64, ça fait 11-12, et dans les mêmes conditions, ça va peut-être faire 13, ouais. D'accord. On va dire, pour donner les... Dernier petit point avant d'aller faire un petit tour. Je vois qu'il y a un petit truc, on a l'impression que c'est rajouté. Je croyais que c'était une alarme. Alors, qu'est-ce que c'est en fait, ce bouton-là ? Ça, c'est le réglage. Alors, effectivement, ça fait partie, c'est le charme de l'artisanat. C'est que c'est les boutons de réglage des 4 positions de la suspension pilotée. Eh merde, en 96, tu avais déjà ça, c'est formidable. Mais sur les Maserati, même depuis bien avant, c'est Koni qui fournit. Alors en fait, c'est des systèmes assez simples. Tu as une centrale et après, tu as des servomoteurs dans le corps de l'amortisseur, ce qui fait que quand ça tombe en panne, tu es dans une merde noire. Donc là, je vais y avoir droit. Mais il faut les ouvrir. Voilà, donc ça aussi, il faut trouver le spécialiste, etc. Donc là, les amortisseurs Koni, en gros, par défaut, quand tu la démarres, elle se met sur position 2. Et ensuite, qui est une position intermédiaire, tu peux monter jusqu'à 4 en dureté ou revenir à 1 vers le plus souple. Et on sent vraiment une différence ou c'est psychologique ? Non, tu sens une différence parce que moi, du coup, les miens, là, j'en ai plus qu'un qui réagit au servomoteur sur les 4. Et quand tu le mets à 4 en dureté, celui qui réagit et que les autres sont sur 1, puisque par défaut, ils sont sur 1, tu sens vraiment que la voiture, quand tu freines, elle freine pas tout à fait en ligne, quoi. Donc voilà, mais ça se refait, il y a des spécialistes, notamment aux Pays-Bas, il y en a 2 qui refont les amortisseurs. Alors évidemment, c'est des coûts de l'ordre de, je crois qu'ils prennent autour de 700 € par amortisseur. Mais par contre, ils te les refont hydrauliques et électriques, neufs. Et après, tu les reçois, tu les remets, c'est reparti. Bon. On est à l'intérieur, je viens de découvrir, je t'ai demandé qu'est-ce que c'est que ce bouton, et vas-y, fais-moi la totale. On dirait une paire de ciseaux comme ça, mais en fait non, c'est le bouton qui sert à allumer l'horloge, s'il te plaît. Classe, ça de l'as. Ils ont fait un bouton juste pour allumer l'horloge. Et là, on a un réglage comme une montre. C'est ça, donc après tu tires comme un bouton de montre, tu tires le bouton et puis après tu tournes pour régler. Mais c'est énorme. Tu sais que j'en lis des trucs, j'avais jamais lu ça. Comme quoi, tu vois, je suis content, c'est sur POA qu'on apprend. Tu as un éclairage. Alors, autant dire que si ça tombe en panne, tu deviens malade, ça. Il y a un rétroéclairage, Et là, tu me disais, faut pas appuyer trop fort pour ouvrir la trappe. La première fois quand j'ai acheté la voiture, je suis allé faire le plein au bout de 10 km. Ça fait 25 litres, pour de vrai. Et donc j'y suis allé un peu franco parce qu'en fait c'est un bouton, c'est un bouton qui est assisté électriquement. Ouais. Et moi j'y suis allé franco et le bouton est tombé de l'autre côté. Alors heureusement là il y a pas de vis, il y a rien, donc en fait j'ai tiré la platine et j'ai remis le bouton en fait. Mais oui, il faut y aller. C'est pas tout doucement. Allez, on va. C'est pas une coccinelle quoi. C'est pas une 911. Il faut y aller doucement. La Ghibli 2, c'est une voiture qui est plutôt plus fiable que la 3200 GT, c'est-à-dire que qui a suivi, celle avec le moment. Et c'est une voiture qui a la 3200 GT à côté, c'est une boîte à chagrin, c'est-à-dire que les gens ont un nombre de soucis avec.
Je sais pas, mais il y a des trucs électroniques, etc. Là, il se passe rien. Moi, tous les gens à qui j'en parle me disent, bah non, rien. La mienne, il y en a qui ont 150, 180 000 km. Mais c'est... On va pas se mentir, elle a très mauvaise réputation, la biturbo. Pas celle-là forcément, mais ceux qui n'y connaissent rien, voilà. Personne n'achèterait ça. Enfin, je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça que la voiture a une cote qui est... Alors parlons-en, ça coûte combien? Une Ghibli 2 GT aujourd'hui, en GT, ça vaut autour de 30. 30 000 euros. 30 000 euros. Après, une Ghibli 2, j'allais dire que ça commence, on en trouve à 20, 25. Mais on en trouve ou pas déjà, question bête, dans cet état-là? Parce que franchement, moi, j'ai jamais vu un... En fait, dans cet état-là, c'est compliqué. Souvent, les intérieurs, celle-ci, un des gros avantages, c'est qu'elle est très fraîche. C'est rare d'en trouver dans un aussi bon état. Elles ont pas... Oui, en fait, celle-ci, elle a été la propriété, donc elle vient d'Italie, à l'origine, puisque toutes les 2 litres quasiment viennent d'Italie. Ensuite, elle est allée à Séville chez un collectionneur de Ferrari et de Maserati. Donc je pense qu'elle a passé beaucoup de temps dans un hangar, à mon avis. Mais au soleil. mais abritée du soleil, parce que souvent celles qui ont pris beaucoup le soleil, les boutons qui sont là, tout ça c'est cuit. Tu m'as dit carrément que toi tu mets un drap sur l'Alcantara au soleil pour pas qu'il se décolle. J'essaye de protéger au maximum, parce que après c'est pas mal de frais pour remettre les choses en état. On trouve pas, on peut pas forcément trouver cette matière-là pour récupérer exactement la même nuance. Tu ne l'auras pas forcément, quoi. Mais c'est vrai que là, à vitesse douce, mais même la boîte, c'est aussi doux qu'une boîte de golf, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de souci particulier. Oh putain, oui. Ça freine bien? Ouais, ça freine bien. Il y avait l'ABS déjà? Oui. Ah ouais, quand on voit, c'est les 2 turbos qui mettent... T'as 2 turbos Ihachi. C'est quoi Ihachi? C'est le nom de la marque, c'est japonais, j'imagine? Oui. Mais bon, ça reste... Ah oui, on la sent, on sent qu'en 2 coups d'accélération, tu sens qu'elle n'est pas là pour rigoler, quoi. Non. Ah oui, il y a des chevaux quand même. C'est une très bonne autoroutière. Moi, paradoxalement. Malgré sa brutalité, tu dirais c'est une routière. J'aime bien quand tu fais un gros trajet, t'es en silence, la clim fonctionne bien, tu peux écouter de la musique. Il faut faire gaffe parce qu'en fait le train arrière est quand même... il a quand même tendance... C'est une voiture où il faut être toujours un peu humble, tu vois, quand t'es dedans. Il faut faire gaffe à ce qui se passe. C'est-à-dire que s'il pleut, elle peut partir. Ah oui, mais même là, en ligne droite sur le sec, si t'as un petit raccord, il part pas, mais tu sens que ça... Mais une M3 E36, ça fait un peu pareil. Tu sens que ça crante derrière, parce qu'il n'y a pas de ESP, pas d'anti-patinage, rien du tout. T'as qu'un autobloquant, quoi. C'est le seul truc dont tu disposes. Ah oui, il faut laisser les turbos, c'est ça, raconte, oui. Pour ceux qui ne savent pas. En fait, les turbos, pour les préserver, il faut laisser tourner, quand on les a sollicités. Comme on vient de le faire, avec 3-4 axels. Il faut les laisser tourner une petite minute, le temps qu'ils se remettent à leur... Parce que sinon, ça casse le truc, c'est ça? En fait, le film d'huile, il continue à tourner, sauf qu'ils ne sont plus lubrifiés. Parce qu'en fait, sur l'inertie, comme ça tourne beaucoup plus vite qu'un moteur, les turbos, ça c'est les petites turbines, quand tu coupes le moteur, tu coupes la lubrification. Et du coup, de ce fait, tu les uses plus rapidement. Tous ceux qui ont des Renault Turbo le savent, ça. Tu peux carrément diviser la durée de vie par 2. Oui, facilement, ouais. Puis là, j'ai plus en tête le prix des turbos, mais... C'est combien le pare-brise? On l'a toujours pas dit. Le pare-brise, c'est... le pare-brise d'origine, il vaut 1680 hors taxe chez Maserati. Hors pause. Hors taxe, hors taxe, donc t'es à 2000, quoi. Hors taxe, et après tu peux en avoir un nom d'origine à 880. Et le joint vaut 560 €. Non, tu m'as dit 350 tout à l'heure. Mais tu peux chez Puzzi, il vaut 560. Tu peux l'avoir à 350. Après, c'est toujours pareil. Ton assureur, il va regarder la vidéo, il va être content. Non, mais ça tombe bien. Comme ça, j'ai vraiment le truc. Il va me croire. Parce que là, j'ai peur qu'il me dise non. C'est énorme. Bon, merci beaucoup, François-Xavier. C'est passionnant. Vous pouvez retrouver François-Xavier avec son magazine Young Timer. Voilà. Il y a plein d'essais super marrants, des reportages et tout. Je remercie le CNVA qui nous reçoit, le Conservatoire national des véhicules anciens. Si vous avez envie de vous lancer dans la mécanique, ils font des stages d'initiation. Il y a moins 10%, alors c'était jusqu'à fin décembre, ça on la diffusera en janvier, mais peut-être qu'ils feront une exception si vous appelez de la part de POA.
abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez nous présenter votre voiture, un petit mail, petite observation automobile, tout attaché avec ds@gmail.com, quelques photos, une rapide description. Et si la voiture retient notre attention, on vous appellera. Je le dis parce que parfois les gens qui pensent qu'il suffit d'écrire pour que tout le monde ne peut pas passer, il n'y a que 50 semaines par an. Tout ça a été bien long. J'ai une cité 200H, c'est Non, tu as une Volvo. Voilà, non mais on est très bien. Franchement, je suis content de vous avoir offert ça. Je fais durer, mais c'était trop bon. À très bientôt. Merci.